All rise, oui, vous l'avez. The International Criminal Court is now in session. Lord John to Kupana International do it. Please be seated. We also. Good morning, Madame President. Greffière d'audience, bonjour Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges. Il s'agit de la situation en Ouganda en l'affaire le procureur contre Joseph Kony. Référence de l'affaire ICC 0204 01 05 et nous sommes en audience publique. La juge présidente, bonjour à tous. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à tous, ceux d'entre vous qui sont ici présents, ainsi que ceux qui nous suivent à distance. Aujourd'hui, la Chambre est composée de deux de mes collègues. À ma gauche, le juge Haikal Ben Mahfouz et à ma droite, la juge Yulia Antonella Motok et moi-même, la juge présidente Althea Alexis Windsor. We have already on record the appearances. Nous avons déjà fait inscrire au compte rendu les présences. Je vois que l'accusation est représentée ici. Nous avons également les représentants légaux communs. Est-ce que la défense souhaite faire inscrire au compte rendu l'équipe qui la compose? Maître Haynes, merci Madame la Présidente et merci pour cette aimable invitation. Effectivement, nous aimerions faire inscrire au compte rendu la composition de notre équipe. Je m'appelle Peter Haynes, comme vous le savez. Je suis conseiller désigné pour représenter les intérêts de Joseph Kony. Je suis accompagné aujourd'hui de deux membres du barreau ougandais, deux avocats de la défense, Jeffrey Lawrence Anyuru, et à ma gauche, Atim Liliane Béatrice. Et derrière moi se trouve ma conseiller associée Kate Gibson, ainsi que notre case manager Anouk Gillian. La juge présidente, merci, maître. Très bien. L'audience relative à la confirmation des charges en l'espèce est ouverte. L'objet de l'audience de confirmation des charges, c'est la requête de l'accusation au fin que soient confirmées les charges à l'encontre de Joseph Kony. À ce stade de la procédure préliminaire, l'accusation allègue que M. Kony est responsable des crimes qui lui sont reprochés. Il ne s'agit pas de statuer sur la culpabilité ou l'innocence de M. Kony à cette étape. Conformément à l'article 61.7 du statut, il est fait l'obligation à la présente Chambre de déterminer s'il existe suffisamment de preuves pour établir des motifs substantiels de croire que M. Kony a commis les crimes qui lui sont reprochés. Si certaines des charges ou si toutes les charges sont confirmées, une chambre de première instance aura alors à connaître de la culpabilité ou de l'innocence de M. Kony. Cette affaire est la première du genre
devant la Cour pénale internationale où la procédure de confirmation des charges et les audiences sont tenues en l'absence du suspect, et ce, en application de l'article 61(2)B du statut de Rome, requirements for holding lequel établit les exigences relatives à la tenue de ce genre d'audience. Le 29 octobre 2024, la Chambre de Séant a établi que les exigences prévues à l'article 61(2)B étaient satisfaites, et c'est toujours le cas aujourd'hui. À cet égard, il est important de noter que les procès, contrairement aux audiences de confirmation de charges, ne peuvent pas avoir lieu en l'absence de l'accusé. Autrement dit, si les charges sont confirmées, il n'y aura pas de procès en l'absence de M. Kony. M. Kony qui a le droit d'être présent à son procès conformément à l'article 67(1)D. Dans plusieurs décisions menant à la tenue de cette audience, la Chambre a précisé que la nature in absentia de cette procédure requiert quelques adaptations procédurales par opposition aux procédures de confirmation de charges tenues en la présence du suspect. Ces adaptations concernent les premières étapes de la procédure et ne s'appliquent pas généralement au cadre régissant l'audience de confirmation des charges. En conséquence, les principes généraux suivants s'appliquent à la présente audience. Premièrement, en application de l'article 66 du statut, le suspect est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire devant la Cour. Deuxièmement, la charge de la preuve incombe exclusivement à l'accusation qui, de ce fait, devra présenter suffisamment d'éléments de preuve pour prouver les charges contre M. Kony et en application de la norme applicable au titre de l'article 61(7) du statut. Troisièmement, la défense bénéficie de tous les droits inscrits aux articles 61(6) et 67 du statut. Bien que M. Kony ne soit pas présent ici dans la salle d'audience, ses droits sont néanmoins protégés et garantis par son conseil qui a été désigné le 21 juin 2024. Rappelons également que s'il est vrai que la règle générale est que cette audience se déroulera en public et par conséquent nous resterons en audience publique, il se peut que par souci de protection d'informations privées ou confidentielles, notamment s'agissant de victimes et de témoins, que certaines parties de l'audience se tiennent à huis clos. L'audience de confirmation des charges se déroulera conformément à l'horaire prévu dans l'ordonnance portant calendrier et indication quant à la tenue de l'audience de confirmation des charges, avec une exception, à savoir la pause déjeuner du mercredi 10 septembre 2025, et nous vous informerons ultérieurement de cela. Quoi qu'il en soit, voici ce qui est prévu à l'ordre du jour. 30 minutes sont prévues pour les discussions relatives aux observations formulées au titre de la règle 122.3 du règlement de procédure et de preuve, si besoin est. Les parties et les participants disposent de 30 minutes chacune et chacun pour faire leur déclaration d'ouverture. L'accusation dispose de 3 heures pour présenter ses arguments sur le fond. Les représentants légaux communs des victimes disposent d'1 heure pour présenter leurs vues et préoccupations sur le fond. La défense, quant à elle, dispose d'1 heure pour présenter ses arguments sur le fond. L'accusation disposera alors de 30 minutes pour présenter ses ultimes observations. Les représentants légaux communs des victimes disposeront aussi d'1 heure pour présenter leurs observations finales et la défense disposera d'1 heure pour présenter ses observations finales. Je souhaite rappeler aux parties et aux participants que
Les présentations orales doivent être concises et ne devraient pas reprendre quelque argument présenté par écrit précédemment. Les déclarations finales ne devraient pas servir d'occasion pour présenter de nouveaux arguments. Il s'agit simplement de les utiliser pour répondre aux arguments et aux questions soulevées lors de l'audience. J'attire également l'attention des participants sur quelques questions techniques. Les parties et les participants doivent s'assurer que leur microphone est allumé lorsqu'ils ont la parole et s'assurer de les éteindre lorsqu'ils n'ont pas la parole, et ce pour faciliter l'interprétation et la transcription de cette audience. Parlez lentement et marquez des pauses d'environ 5 secondes avant de répondre aux questions et ou après chaque phrase. Et tâchez de ne pas vous interrompre pour qu'il n'y ait pas de chevauchement de voix. Les parties et les participants doivent clairement indiquer si leurs observations peuvent être présentées en audience publique ou si elles nécessitent un passage à huis clos partiel. De la même manière, chaque fois que les parties ou les participants font référence à un élément de preuve, ils doivent en indiquer le niveau de confidentialité et préciser si la pièce en question doit être évoquée en audience publique ou à huis clos partiel. Lorsque nous serons en audience publique, les parties et les participants devront s'abstenir de mentionner les noms de victimes et des témoins et au lieu de cela, utiliser leur code ou pseudonyme respectifs. À la fin de la confirmation des charges, les parties et les participants présenteront une liste des éléments de preuve auxquels il aura été fait référence dans le cadre de leurs observations et les présenter à la Chambre par voie de courriel. Donc, après avoir abordé ces questions techniques, je vais maintenant me tourner vers la règle 122.1 du règlement de procédure de preuve, laquelle prévoit que la greffière donne lecture des charges telles que présentées par l'accusation dans le cadre d'un document résumant le document de notification des charges. La version intégrale du document de notification des charges est disponible publiquement. Je rappelle que le DCC contient les allégations de l'accusation et que la Chambre procédera à l'appréciation des éléments de preuve présentés par l'accusation pour déterminer si les éléments sont suffisants pour confirmer les charges. Madame la greffière d'audience, vous avez la parole. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. L'accusation présente 39 chefs d'accusation constitutifs de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis par M. Kony entre le 1er juillet 2022 et 31 décembre 2005 dans le nord de l'Ouganda. Les chefs d'accusation 1 à 14 concernent des crimes commis par M. Kony en tant que co-auteur indirect, agissant conjointement ou par l'intermédiaire de combattants de l'ARS, conformément à l'article 25.3a, s'agissant des attaques sur l'école secondaire des filles de Luala et les 7 camps pour personnes déplacées de Padjoulé, Abia, Barliongo, Odek, Pagak, Lukodi et Abok entre le 10 octobre 2003 autour de cette date et le 8 juin 2004 autour de cette date. À titre subsidiaire, M. Kony est poursuivi pour le fait d'avoir ordonné et encouragé la commission de crimes conformément à l'article 25.3b. Les charges 15 à 29 concernent des crimes commis par M. Kony en tant que co-auteur indirect, agissant conjointement ou par l'intermédiaire de combattants de l'ARS au titre de l'article 25.3a contre des femmes et des enfants pendant la totalité de la période des charges. À titre subsidiaire, M. Kony est poursuivi pour avoir ordonné et encouragé la commission de ces crimes en application de l'article 25.3b. Les chefs d'accusation 30 à 39 concernent des crimes commis directement par M. Kony en vertu de l'article 25.3a contre 2 femmes, identifiées en tant que victime numéro 1 et victime numéro 2 durant la période des charges.
Les crimes qui lui sont reprochés s'agissant des attaques sur l'école de Douala et les 7 camps pour personnes déplacées entre le 10 octobre 2003 ou autour de cette date et le 8 juin 2004 sont les chefs suivants. Chef d'accusation numéro 1. Le fait d'avoir dirigé intentionnellement des attaques contre une population civile en tant que telle, constitutif de crimes de guerre punissable au titre de l'article 8.2 EI, dans la mesure où, lors des attaques sur l'école des filles de Douala et les 7 camps pour déplacés, l'ARS a dirigé intentionnellement des actes de violence à l'encontre de la population civile, ne prenant pas part activement aux hostilités. Chef numéro 2. Meurtre en tant que crime contre l'humanité punissable au titre de l'article 7.1a. Et le chef numéro 3. Le meurtre en tant que crime de guerre punissable au titre de l'article 8.2 CI, dans la mesure où l'ARS a tué au moins 618 civils dans les 7 camps pour personnes déplacées qui ne participaient pas activement aux hostilités. Chef d'accusation numéro 4. Tentative de meurtre en tant que crime contre l'humanité punissable au titre des articles 7.1a et 25.3f. Et chef numéro 5. Tentative de meurtre en tant que crime de guerre punissable au titre des articles 8.2 CI et 25.3f, dans la mesure où l'ARS a ciblé aux fins de meurtre au moins 194 civils dans 6 des camps pour personnes déplacées, nommément Abia, Barliono, Odek, Pagak, Lukodi et Abok. Civils qui ne sont pas morts des suites de circonstances indépendantes et qui ne participent pas activement aux hostilités. Chef numéro 6. La torture en tant que crime contre l'humanité, punissable au titre de l'article 7.1f, dans la mesure où l'ARS a infligé une souffrance physique et mentale grave sur au moins plusieurs centaines de civils enlevés lors de l'attaque ou après l'attaque sur l'école des filles de Douala et sur 6 des camps pour personnes déplacées, à savoir Badjoulé, Abia, Odek, Pagak, Lukodi et Abok. Chef numéro 7. À titre subsidiaire à la torture, d'autres actes inhumains, abus graves et maltraitance en tant que crime contre l'humanité punissable au titre de l'article 7.1.4, dans la mesure où l'ARS a infligé de grandes souffrances et des blessures graves à au moins plusieurs centaines de civils, tels que décrits au titre du chef 6. Chef numéro 8. La torture en tant que crime de guerre punissable au titre de l'article 8.2 CI, dans la mesure où l'ARS a infligé des souffrances physiques et mentales graves à au moins plusieurs centaines de civils, décrits au titre du chef numéro 6, qui ne participent pas activement aux hostilités et aux fins d'intimidation, contrainte et discrimination. Chef numéro 9. À titre subsidiaire à la torture, traitement cruel, constitutif de crime de guerre, punissable au titre de l'article 8.2 CI, dans la mesure où l'ARS a infligé des souffrances physiques et mentales à au moins plusieurs centaines de civils qui ne participent pas activement aux hostilités telles que décrit au chef numéro 6. Chef numéro 10. Réduction en esclavage constitutif de crime contre l'humanité punissable au titre de l'article 7.1c, dans la mesure où l'ARS exerçait des pouvoirs associés au droit de propriété sur au moins des centaines de civils enlevés durant ou après l'attaque sur l'école de Douala et 6 des camps pour personnes déplacées, à savoir Badjoulé, Abia, Odek, Pagak, Lukodi et Abok. Chef numéro 11. Pillage en tant que crime de guerre punissable au titre de l'article 8.2 E5, dans la mesure où les combattants de l'ARS ont privé intentionnellement à des fins d'utilisation personnelle ou privée des vivres, du bétail et d'autres biens dans les maisons, les magasins et d'autres installations civiles appartenant à des civils qui résidaient dans l'école pour les filles de Douala et 7 des camps pour personnes déplacées sans le consentement des propriétaires. Chef numéro 12. Destruction des biens de l'ennemi en tant que crime de guerre punissable au titre de l'article 8.2 E
7. Dans la mesure où l'ARS a détruit des domiciles, des magasins et d'autres installations utilisées et appartenant à des civils vivant dans les 5 camps pour personnes déplacées, à savoir Abia, Bariango, Pagak, Lukodi et Abok, ce qui n'était pas une nécessité militaire. Chef numéro 13. Persécution en tant que crime contre l'humanité punissable au titre de l'article 7.1b H pour des motifs politiques à l'encontre de civils se trouvant dans 7 des camps pour personnes déplacées perçus comme par l'ARS comme étant affiliés au gouvernement ougandais sur la base des faits sous-jacents les chefs 1 à 12. Chef numéro 14. Persécution constitue un crime contre l'humanité au titre de l'article 7.1 H dans la mesure où l'ARS a infligé une grande a persécuté au moins 70 filles de l'école de filles de Ouala sur les chefs 1, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les crimes perpétrés contre les femmes et les enfants dans le nord de l'Ouganda au cours de la période incriminée sont les suivants. Chef numéro 15, réduction en esclavage comme crime contre l'humanité, punissable au titre de l'article 7.1c, dans la mesure où l'ARS a exercé un pouvoir lié au droit de propriété sur au moins des milliers d'enfants et de femmes au sein de l'ARS. Chef numéro 16, mariage forcé comme acte inhumain en tant que crime contre l'humanité, punissable au titre de l'article 7.1k, dans la mesure où l'ARS a infligé une grande souffrance et des blessures graves, physiques et mentales, en imposant une union conjugale forcée à au moins des centaines de filles et de femmes dans l'ARS. Chef numéro 17. Viol constitutif d'un crime contre l'humanité au titre de l'article 7.1g. Et chef 18. Viol en tant que crime de guerre, punissable au titre de l'article 8.2e6, dans la mesure où l'ARS a violé au moins des centaines de filles et de femmes dans l'ARS. Chef 19. Torture en tant que crime contre l'humanité, punissable au titre de l'article 7.1f, à mesure où l'ARS a infligé une souffrance physique et mentale grave à au moins des milliers d'enfants et de femmes au sein de l'ARS. Chef 20. À titre subsidiaire de la torture, autre acte inhumain en tant que crime contre l'humanité, punissable au titre de l'article 7.1k, dans la mesure où l'ARS a infligé des souffrances physiques et morales graves sur au moins des milliers de femmes et d'enfants à l'ARS, au sein de l'ARS. Chef 21. Torture comme crime de guerre, punissable au titre de l'article 8 de CI, dans la mesure où l'ARS a infligé une souffrance mentale et physique grave et des souffrances sur des milliers de femmes et d'enfants au sein de l'ARS qui ne prenaient pas de part active aux hostilités et aux fins d'intimidation, de coercition ou de discrimination. Chef 22. À titre subsidiaire à la torture, traitement cruel en tant que crime de guerre, punissable au titre de l'article 8.2ci, dans la mesure où l'ARS a infligé souffrance physique et mentale grave à au moins des milliers d'enfants et de femmes au sein de l'ARS qui ne prenaient pas de part active aux hostilités. Chef 23. Persécution constitutive d'un crime contre l'humanité punissable au titre de l'article 7.1h sur la base du genre ou de l'âge, basé sur des faits relevant des chefs 15 à 22, 25 à 29, sur au moins des milliers d'enfants au sein de l'ARS. Chef 24. Persécution en tant que crime contre l'humanité, punissable au titre de l'article 7.1h sur le fondement du genre, basé sur les faits relevant des chefs 15 à 22, 27 à 29, sur à tout le moins
des milliers de femmes au sein de l'ARS. Chef 25. Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants au titre de l'article 8.2e7 dans la mesure où l'ARS a conscrit au moins des milliers d'enfants de moins de 15 ans. Chef 26. Le fait de faire participer activement des enfants à des hostilités en tant que crime de guerre, punissable au titre de l'article 8.2e7, dans la mesure où l'ARS a utilisé des milliers au moins d'enfants de moins de 15 ans pour participer de manière active aux hostilités. Chef 27. Esclavage sexuel comme crime de guerre, punissable au titre de l'article 8.2e6, dans la mesure où l'ARS a exercé des pouvoirs liés au droit de propriété sur des milliers de filles et de femmes au sein de l'ARS, les poussant à entreprendre un ou plusieurs actes de nature sexuelle. Chef 28. Grossesse forcée comme crime contre l'humanité, punissable au titre de l'article 7.1g. Et chef numéro 29. Grossesse forcée comme crime de guerre, punissable au titre de l'article 8.2e6, dans la mesure où les auteurs de l'ARS sont confinés et forcés à être enceintes au moins des centaines de filles et de femmes. Monsieur Cogny est responsable pénalement des accusations des crimes contenus au chef 1 à 29 en commettant ces crimes conjointement avec ses co-auteurs et à travers les combattants de l'ARS conformément à l'article 25.3a. Au moins entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005, Cogny a partagé un plan conjoint ou un accord relevant de l'article 25.3a avec Vincent Otti, des membres de Contrôle Alta et les commandants de brigade de l'ARS pour attaquer des civils dans le nord de l'Ouganda, considérés par l'ARS comme étant des soutiens du gouvernement ougandais et en supportant l'ARS à commettre ces crimes dont ils sont accusés, y compris des crimes contre les enfants et les femmes enlevées et intégrées au sein de l'ARS. Monsieur Cogny et ses co-auteurs ont mis en œuvre ce plan conjoint à travers une structure hiérarchiquement organisée, la structure hiérarchique de l'ARS. Cogny a apporté des contributions essentielles au crime dont il est accusé. 1. Donner l'ordre régulier à des unités de l'ARS d'attaquer, de tuer, de maltraiter des civils considérés comme soutenant le gouvernement ougandais et de détruire ou voler les propriétés civiles. 2. Prendre des décisions stratégiques concernant la méthodologie, l'intensité et les cibles des attaques contre les civils dans le nord de l'Ouganda. Maintenir un système d'enlèvement au cours de la période incriminée et publier des ordres à l'ensemble de l'ARS, d'enlever des civils. 4. Diviser et faire appliquer les règles à l'ARS pour le traitement des femmes et des enfants. 5. Utiliser personnellement les enfants comme escortes et les femmes enlevées et les filles enlevées comme servantes personnelles et partenaires conjugaux forcés. 6. Définir un système disciplinaire de l'ARS pour motiver les commandants de l'ARS et à travers des récompenses et des menaces à mener leurs opérations. Décider de la structure de commandement, les promotions et le déclassement des commandants de l'ARS et le transfert des combattants entre les différentes unités. 8. Décider du lieu des fournitures, y compris les armes et les munitions au sein de l'ARS. Autant de ces contributions, M. Cogny était conscient que ces crimes dont il est accusé interviendraient dans le cours normal des choses. Cogny était conscient du caractère pénal du plan commun
et que des crimes seraient commis par le cours normal des événements en résultat de leur mise en œuvre. Kony était également conscient des différents éléments de l'ARS, y compris sa structure hiérarchique et organisée, qui lui permettait, lui et ses co-auteurs, d'exercer un contrôle conjoint sur les crimes. En mode subsidiaire, M. Kony est pénalement responsable d'avoir ordonné et poussé à la commission de ce type de crime par les auteurs de l'ARS selon l'article 25.3b. Kony était conscient de ce qu'il faisait. Il était conscient que les crimes seraient commis dans le cours ordinaire normal des événements, résultat de la mise en œuvre de ces ordres ou résultant de ces actes ou de ces omissions. À tout moment, M. Kony et les auteurs de l'ARS sont livrés à tous les éléments physiques constitutifs des crimes particuliers dont il est accusé et ont contrôlé tous les éléments moraux. M. Kony est de plus responsable pénalement des chefs d'accusation 30 à 39 en perpétrant individuellement, personnellement, les crimes suivants contre 2 femmes relevant de l'article 25.3a au cours de la période incriminée. Chef numéro 30. Mise en esclavage comme crime contre l'humanité, punissable au titre de l'article 7.1c, dans la mesure où M. Kony a exercé les pouvoirs liés au droit de propriété sur les victimes 1 et 2. Chef 31. Mariage forcé, acte inhumain comme crime contre l'humanité, punissable au titre de l'article 7.1k, dans la mesure où M. Kony a infligé des souffrances importantes et des blessures mentales et physiques en imposant une union conjugale forcée aux victimes 1 et 2. Pardon. Chef 32. Viol en tant que crime contre l'humanité, punissable au titre de l'article 7.1g. Et chef numéro 33, viol en tant que crime de guerre, punissable au titre de l'article 8.2e6, dans la mesure où M. Kony a violé les victimes 1 et 2. Chef numéro 34, torture comme crime contre l'humanité, punissable au titre de l'article 7.1f. Et chef numéro 35, torture en tant que crime de guerre, punissable au titre de l'article 8.2ci, dans la mesure où M. Kony a infligé une souffrance mentale et physique grave et des souffrances aux victimes 1 et 2 qui ne participaient pas activement aux hostilités aux fins d'intimidation, de coercition et de discrimination. Chef 36. Mise en esclavage sexuel en tant que crime de guerre, punissable selon l'article 8.2e6, dans la mesure où M. Kony a exercé les pouvoirs liés au droit de propriété sur les victimes 1 et 2, leur causant, les obligeant à entreprendre des actes de nature sexuelle. Chef numéro 37. Grossesse forcée comme crime contre l'humanité, punissable au titre de l'article 7.1g. Et chef numéro 38, grossesse forcée en tant que crime de guerre, punissable au titre de l'article 8.2e6, dans la mesure où M. Kony a forcé la victime numéro 1 à être enceinte. Chef numéro 39, persécution comme crime contre l'humanité punissable au titre de l'article 7.1h en fonction de l'âge et du genre, basé sur les faits relevant des chefs 30 à 38 sur les victimes 1 et 2. Kony a perpétré ces crimes en connaissance de cause et sciemment. Et à tout moment, M. Kony a présenté tous les éléments physiques des crimes dont il est accusé et en disposait également de tous les éléments moraux. Juge présidente, merci beaucoup, Madame la greffière d'audience. Bien, j'en viens à présent aux parties sur
la question de la règle 122, alinéa 3. L'accusation et la défense ont toutes deux eu la possibilité de présenter des écritures relatives à cette règle sur des sujets qui n'avaient pas pu être portés à l'attention de la Cour avant, au cours de la procédure. La Chambre avait donné une date limite de réception de ce type d'observation, concrètement le 22 août 2025. L'accusation et la défense n'ont pas présenté d'observation, ce qui bien entendu était leur droit. Les parties peuvent-elles aujourd'hui confirmer qu'elles ne souhaitent pas soulever ces questions, des questions de ce type, et que nous puissions passer à la suite de la procédure, la défense? Your Honor, we can so confirm. Maître Haynes, Madame la Présidente, nous pouvons le confirmer. Merci. Accusation? The microphone was not on. Aucune observation du côté du procureur. Merci. Thank you. Merci. Dans ce cas-là, nous allons passer à la déclaration liminaire de l'accusation. Prosecution, keep in mind. Monsieur le procureur, gardez en tête que vous disposez de 30 minutes. Mesdames et messieurs les juges, vous avez accepté de tenir cette audience de confirmation des charges contre Joseph Cohen. Le banc du suspect, accusé potentiel, est vide. Joseph Cohen n'est pas là aujourd'hui. Voici 20 ans que d'autres juges de cette cour ont décerné un mandat d'arrêt contre lui. Depuis 20 ans, il est recherché. Depuis 20 ans, il s'est soustrait à la justice. Cette justice internationale à laquelle le gouvernement de l'Ouganda et les nombreuses victimes, notamment les victimes du nord de l'Ouganda, ont eu recours, faute de pouvoir rendre cette justice dans leur propre pays. Nous avons tout fait. Nous avons tout entrepris pour nous hisser à la hauteur de cette responsabilité importante que, d'une part, les membres fondateurs du traité de Rome et, d'autre part, les bénéficiaires de la justice que ce traité postule, donc cette responsabilité qu'ils ont placée en nous. Hélas, les tentacules de la justice pénale internationale, ces tentacules bien longues de la coopération des États, signataires ou pas du traité de Rome, eh bien, ces tentacules ne suffisent pas pour assurer l'arrestation rapide des fugitifs. Beaucoup de victimes qui ont eu la fortitude de survivre aux affres d'une guerre civile dévastatrice n'ont malheureusement pas survécu à cette longue attente. D'autres ont perdu patience, mais il en reste toujours qui, contre vents et marées, ont attendu ce moment. Et c'est pour toutes ces victimes qu'il est important que cette audience d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, que cette audience soit tenue. Cette audience, Madame la Présidente, vous l'avez rappelé tout à l'heure, cette audience n'est pas un procès par contumace. Le droit de la personne
d'être présent à son procès et de contester les charges formulées contre elle, ce droit, nous le savons, est un droit sacré. Mais, sans aucunement altérer ce droit, notre statut, et là aussi vous l'avez rappelé, Madame, notre statut permet dans certaines conditions que la personne poursuivie ne frustre pas par sa seule volonté la confirmation des charges contre elle, en choisissant notamment de ne pas répondre aux interpellations de la justice. Et donc c'est à la faveur de ce mécanisme de l'article 61, paragraphe 2, et, comme vous l'avez rappelé, qui n'a jamais été usité auparavant, que vous examinez, Mesdames, Monsieur le juge, les 39 charges retenues contre le fugitif le plus ancien de la Cour pénale internationale. Ces charges dont vous avez tout à l'heure entendu la déclinaison. Et il s'agit de crimes dont des hommes, des femmes, des enfants et des jeunes filles ont été victimes. Et ces crimes font à jamais partie des pages sombres de l'histoire de l'Ouganda. Ces crimes sont entre autres des meurtres, différentes formes d'esclavage, des viols, des traitements inhumains et dégradants, et tant d'autres actes que l'accusation va présenter à cette audience sur le fond. Les crimes ont été commis par un groupe armé, l'armée de résistance du Seigneur, dont je ferai référence en utilisant les initiales ARS. Et en anglais, c'est connu sous le nom de Lord Resistance Army. Et donc, ces crimes ont été commis par cette ARS sous les ordres de Joseph Coyne. Mesdames et Messieurs les juges, Joseph Coyne, que l'on voit ici sur cette photo, exerce depuis toujours le commandement de l'ARS. Il a imposé sa vision cruelle à ce groupe armé et à ses hommes. Il a façonné le groupe à son image. Une véritable armée. Une nouvelle société qu'il a créée, exploitant de jeunes hommes et femmes du nord de l'Ouganda. Des jeunes brutalement enlevés pour grossir les rangs de cette armée. Des filles et jeunes femmes ont été réduites en esclavage et soumises à des grossesses forcées, tandis que les garçons étaient enrôlés de force pour combattre l'armée ougandaise. Le cercle vicieux de cette criminalité a fait que la victime devienne le bourreau, comme cette cour en a été témoin dans une affaire précédente. Joseph Coyne, lui, n'a jamais varié dans son rôle. Il sera resté le principal bourreau, jusqu'au bout. Un rôle assumé et exercé en pleine connaissance de cause. Âgé de plus de 60 ans aujourd'hui, il est toujours en fuite malgré tous les efforts déployés pour assurer sa comparution. C'est dans ce contexte particulier que l'accusation a estimé qu'une audience de confirmation des charges en son absence était justifiée. Parce que cette audience, et c'est notre avis, cette audience va faire avancer les procédures de manière réellement tangible. Et cette audience permettra, si
à leur issue, mesdames, messieurs les juges, si à cette issue les charges sont confirmées, donc ça permettra d'évoluer rapidement à la phase subséquente de la procédure, aussitôt que Joseph Cohen sera arrêté et remis à la Cour, ce dont nous ne désespérons pas. Mesdames et messieurs les juges, les événements qui ont conduit à cette audience sont des événements sans précédent. Les charges retenues contre Joseph Cohen concernent des événements graves qui se sont produits dans le nord de l'Ouganda entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2005. L'ARS a exercé ses activités criminelles dans cette partie du pays depuis les années 1980. Ce groupe armé s'est fait d'abord connaître sous le nom de Mouvement du Saint-Esprit, avant d'être rebaptisé ARS. C'est au sein de ce mouvement que Joseph Cohen se hisse effectivement au pouvoir à partir de 1988. Il organise et dirige ce groupe armé. Les forces de Cohen mènent alors une insurrection de type guérilla contre le gouvernement en place. Le conflit armé a duré tout au long des années 90, malgré plusieurs initiatives de paix. Il a été fourni à la Chambre un extrait de la déposition du témoin P0422. Et ce passage donne un compte-rendu détaillé du contexte historique de l'ARS. Et je vous renvoie au code UGA-OTP-0000966 et 967. Donc je m'en vais maintenant rappeler quelques éléments de la chronologie de cette affaire. L'armée gouvernementale ougandaise, nommée UPDF, riposte aux attaques de l'ARS en mettant au point l'opération Main de fer, donc par référence pour la version anglaise Iron Fist. Cette opération qui débute officiellement en 2002. Les bases de l'ARS sont alors détruites. Des centaines de personnes ont été arrêtées, sont tuées. Et Joseph Cohen échappe à la capture. Et à la suite de cette opération, la plupart des éléments des unités de l'ARS rentrent en Ouganda. Et c'est dans ce contexte que le 14 juin de l'année 2002, que l'Ouganda ratifie le traité de Rome. Et en janvier 2004, l'Ouganda, donc membre de la CPI, renvoie la situation à la CPI. Et lorsque l'enquête s'ouvre en juillet 2004, donc la guerre et les crimes attribués à l'ARS se poursuivent. Donc le bureau du procureur opère sur un terrain difficile. Et à l'époque, de nombreux sites étaient même inaccessibles. Mais malgré tous ces défis, le bureau a pu recueillir suffisamment de preuves pour demander la délivrance d'un mandat d'arrêt. Mandat initialement sous scellé, donc contre Joseph Cohen, donc, le 8 juillet 2005.
des mandats d'arrêt ont été lancés contre d'autres hauts dirigeants de la même organisation ARS. Concerne Vincent Ochi, qui finalement sera décédé en 2007. Il y a aussi Raska Lukwiya, lui-même décédé en 2006. Okot Ojiambo, décédé en octobre 2013. Et Dominique Ongwen, qui lui fera l'objet d'un jugement devant cette cour. Et il s'agit là des premiers mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale. Un mandat rendu public le 13 octobre 2005. Et dans ces mandats d'arrêt, 33 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité sont retenus contre Joseph Cohen. Mesdames et messieurs les juges, les efforts inlassables déployés par ce bureau en collaboration avec le greffe et ses partenaires pour assurer l'arrestation et la remise du fugitif n'ont pas abouti à ce jour. Dès le 1er juin 2006, une notice rouge d'Interpol est publiée. 2006. Et cette notice reste encore en vigueur aujourd'hui. Et d'autres initiatives, bien d'autres initiatives ont suivi. Des demandes d'arrestation de Joseph Cohen sont transmises à plusieurs États. En octobre 2008, le Parlement européen a demandé la mise en place d'un plan en vue de l'arrestation de Joseph Cohen. En 2012, des troupes de l'Union africaine ont reçu mission de rechercher Joseph Cohen. C'était l'Europe, c'était aussi l'Afrique. Et même des troupes américaines, je dis bien des troupes américaines, se sont même lancées à sa recherche. Pendant des années, l'armée gouvernementale ougandaise a déployé des efforts concertés pour appréhender Joseph Cohen. Des organisations de la société civile lancent des campagnes publiques pour faciliter son arrestation. Les mêmes efforts se poursuivent encore aujourd'hui. Et il ne devrait cesser jusqu'à ce qu'on assure son arrestation. Je m'en vais maintenant rapidement rappeler quelques éléments importants de la procédure dans cette affaire. En janvier 2015, Dominique Ongwen, commandant de la brigade Signan, se rend. Les juges ayant disjoint son affaire, qui était liée à celle de Joseph Cohen, donc avec cette disjonction, son procès a pu se tenir entre 2016 et 2019. Dominique Ongwen a été jugé coupable le 4 février 2021 et il a été condamné à 25 ans d'emprisonnement le 6 mai 2021. Et son jugement a été confirmé en appel le 15 décembre 2022. Après 20 ans de vaines recherches, nous vous demandons aujourd'hui, mesdames, messieurs les juges, la confirmation des charges en l'absence du suspect. À travers les 39 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre retenus contre Cohen, nous avons cherché à couvrir l'activité criminelle systémique de l'ARS
au cours de la période de référence. Mais cela ne veut pas dire que nous avons pu lister avec exhaustion tous les crimes. Ce n'est pas possible. Mais au moins, ce qui a été le plus emblématique, nous vous les avons soumis. Et mesdames, messieurs les juges, l'affaire de Joseph Kony concerne des violences systémiques infligées à des citoyens ougandais dans le nord de l'Ouganda. Ces violences sont perpétrées par l'ARS sous le commandement de Kony. Les citoyens du nord de l'Ouganda n'ont eu d'autre choix que d'abandonner leur logis et leurs biens. Ils vivaient dans la peur constante des attaques et des enlèvements. L'impact des attaques de l'ARS sur les enfants du nord de l'Ouganda a été particulièrement grave. Par peur des attaques et des enlèvements, des milliers d'enfants, chaque nuit, fuient leur village pour aller vers des villes comme Goulou. Ils se déplacent à pied la nuit, sans leurs parents, juste pour rester en sécurité. La vidéo qui apparaît sur vos écrans est tirée d'une partie d'un documentaire publié en 2006 par Journeyman Pictures. Cette pièce illustre la campagne violente de l'ARS contre les enfants. Elle est enregistrée avec la code UGA-OTP 00001369 de la minute 11:32 jusqu'à la minute 12:08. Les visages des enfants que vous voyez à l'écran ont été brouillés. The next morning, the kids, cold and tired, began to return to their villages. Children who spend their lives in fear. Les répercussions de ces violences inouïes continuent à se faire sentir aujourd'hui encore. Marqués dans leur chair et leur esprit, les survivants peinent encore à se remettre des dures épreuves qu'ils ont traversées. Le tissu social et culturel du nord de l'Ouganda a été déchiré et peine encore à se reconstruire. Aux enlèvements d'enfants s'ajoutent des attaques contre les civils dans des camps de déplacés. Les civils ont été effectivement placés dans des camps de déplacés, ceci dans le cadre d'une des stratégies anti-insurrectionnelles adoptées par le gouvernement ougandais et qui consistait à éloigner les civils des zones rurales et à les réinstaller dans les villes et plus tard dans des camps de personnes déplacées. Au plus fort de la crise en 2004, la quasi-totalité de la population dans le nord de l'Ouganda, soit 1,5 million d'habitants, se trouve dans des camps de déplacés. Comme en atteste le rapport figurant à la cote UGA-OTP-0044-0044, notamment à la page 51. Entre-temps, l'ARS est devenue une armée forte de plusieurs milliers de combattants et reçoit un soutien important du Soudan. Elle s'est créée des camps de base au sud du Soudan et reçoit des armes et une formation militaire du gouvernement de Khartoum. Et je vous renvoie à la cote UGA-OTP-0000966 à la page 52. Même après l'opération Main de fer, Iron Fist, dans les années 2003 et 2004, les violences de l'ARS continuent à se concentrer sur les personnes réfugiées dans les camps de déplacés au nord de l'Ouganda.
Ma collègue Melissa Sims vous parlera plus tard des attaques de l'ARS contre plusieurs camps de personnes déplacées. Elle vous parlera du pillage, du meurtre, de la torture, des exactions graves et de l'enlèvement des civils par ce groupe armé. Plus de 600 civils ont été tués, rien que dans les attaques retenues dans les charges. Mais le nombre de victimes non identifiées est encore beaucoup plus élevé, bien sûr. Les autorités ougandaises ont enregistré les moments qui ont suivi l'une de ces attaques. Il s'agit de l'attaque de Barlogno, dont nous allons entendre un extrait. Et vous verrez des agents de police ougandais effectuer des examens criminalistiques dans les huttes incendiées. Nous avons choisi un extrait ne permettant aucune identification des personnes filmées. Et la code, c'est UGA-OTP-0021-0012, notamment à la minute 4-03-23 jusqu'à la minute 4-36-18. Vous verrez que des représentations graphiques de restes humains figurent dans cet extrait. L'unité des analyses scientifiques et techniques de notre bureau a analysé ces enregistrements avec d'autres éléments de preuve afin d'identifier les victimes. Les résultats de l'analyse sont produits dans l'annexe de notre mémoire de préconfirmation. L'accusation soutient que l'ARS considérait les réfugiés des camps de déplacés comme des ennemis. Joseph Kony les a accusés de soutenir le gouvernement du président Museveni. La devise de Kony était claire. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Ma collègue, le chef d'équipe, Mme Léonie Van Braun, vous exposera avec plus de détails le rôle essentiel que Joseph Kony a joué dans les attaques visant ces camps. Mesdames et Messieurs les juges, Joseph Kony a mis en place un système d'enlèvement d'hommes, de femmes et d'enfants dans le nord de l'Ouganda. L'ARS a enlevé des milliers de personnes par la force et les a réduites en esclavage au cours de la période visée. Les femmes enlevées ont subi de multiples formes de réduction en esclavage. Il leur était interdit de quitter l'ARS, des partenaires leur ont été imposés, elles ont subi des viols et d'autres formes de violence sexuelle. Elles ont été soumises à un contrôle de leur reproduction, y compris de grossesses forcées, qui les ont contraintes à accoucher dans la brousse sans accompagnement prénatal et postnatal. Elles ont été soumises à une exploitation aggravée par le travail dans des conditions de servitude domestique. Au sein de l'ARS, ces femmes étaient appelées épouses, entre guillemets, un euphémisme pour désigner les partenaires conjugaux forcés et les esclaves domestiques. Les enfants n'étaient pas épargnés non plus. Kony a abusé de leur innocence, ainsi que de leur inexpérience pour grossir les rangs de son armée. Il a mis sur pied une véritable armée de soldats. Donc, je m'avais montré la toute dernière vidéo. Des garçons et des filles, parfois âgés de moins de 18 ans, sont enlevés et enrôlés. Certains l'ont été sur le chemin de l'école ou dans les champs. Ils ont été forcés à devenir des soldats ou réduits à des gardes d'enfants ou des esclaves sexuels. Et ici, l'image que je vais à présent présenter concerne un témoin protégé. Donc, l'image ne sera pas montrée au public.
Donc, vous pouvez voir sur vos écrans une photo du témoin P0275 qui a été enlevé à l'âge de 9 ans en 2004 lors d'une des attaques visées par les charges. Ce témoin P0275 a déclaré, et je vais le citer, « Pendant la période où j'étais retenu captif par l'ARS, j'ai vu des enfants plus jeunes que moi être entraînés au tir avec des armes. Je savais qu'ils étaient si jeunes parce que les buses de leurs fusils AK-47 traînaient sur le sol lorsqu'ils les portaient sur leurs épaules. » Et je vous renvoie ici à la cote UGA-OTP 0044-0044, page 3407. P275 est juste un exemple parmi des milliers d'enfants qui ont subi le même sort. Les enfants ont souffert de mauvais traitements, de la faim et de la soif. Nombre d'entre eux sont morts en captivité. Dans une interview radiophonique accordée en 2002 à la station ougandaise Mega FM, Joseph Cohen et son adjoint, Vincent Ochi, ont admis avoir mis en place une politique d'enlèvement de civils et de jeunes. Et voici ce que Cohen disait. En tant que rebelles, nous n'enlevons pas des enfants, mais c'est comme ça que nous recrutons. Et Ochi ne dit rien de différent. Et il indiquait, « Je tiens à vous assurer que les filles que nous recueillons et envoyons dans la brousse sont nos mères. Nous récupérons toujours les jeunes filles qui ne sont pas infectées par le VIH, afin que celles qui sont infectées restent parmi vous. » Et je vous renvoie, je crois, à la dernière cote qui est UGA-OTP 0023-0011 entre les pages 3 et 10. Et je m'en vais maintenant finir. Mesdames et Messieurs les juges, des enfants ont été privés de droits fondamentaux. Droit à la santé, à l'éducation, à la liberté. Leur enfance leur a été volée. Joseph Cohen reste une personne introuvable au sens du statut. L'audience d'aujourd'hui constitue une étape très importante dans la dispensation de la justice. Si l'accusation a pu porter l'affaire à cette phase de la procédure, c'est grâce au courage des victimes et des communautés affectées. C'est aussi grâce à la bonne coopération des autorités ougandaises, des leaders traditionnels, des États, des organisations et de tous les partenaires. La poursuite de cette coopération est cruciale pour mettre définitivement un terme à la fuite de Cohen. L'arrestation et la remise de Cohen devraient permettre l'entame de la phase subséquente de cette affaire. Si les charges devraient être confirmées par la Chambre à l'issue de cette audience, comme nous le requérons, Mesdames, Messieurs les juges. Et je vous remercie de votre patience et je vous remercie de votre attention. Thank you very much. La juge présidente, je vous remercie infiniment. Les représentants légaux communs des victimes, vous avez 10 minutes. Est-ce que vous souhaitez commencer maintenant? Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Je crois qu'il serait préférable de faire toute la présentation d'un coup. C'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir faire la pause maintenant et que je commence après la pause. We find that acceptable. La juge présidente, c'est tout à fait acceptable. Nous allons donc faire la pause maintenant. C'est un peu tôt, mais nous allons la faire maintenant. Et donc nous reviendrons dans 30 minutes, ce qui veut dire à 11h20. Et nous entendrons alors les représentants légaux communs des victimes.